l'aurore, le court moment avant la naissance du jour. Cette infime clarté surgissant dans la pénombre. Métaphore de l'espoir, du rêve qui s'anime, d'une autre chance. C'est avec un cœur nouveau, inspiré par la redécouverte de moi-même et de mes origines, que je suis enfin prête à explorer le reste du monde. L'Amérique du Sud. Un continent qui a toujours intrigué tous les explorateurs. Un continent qui n'a pas dissipé ses rumeurs au travers le temps. Un secret bien gardé, aujourd'hui dévoilé. L'Amérique du Sud s'étend sur environ 7400 km du nord au sud et sur 4800 km d'ouest en est. Il contient 12 pays indépendants: l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, l'Uruguay et le Venezuela, ainsi que 2 territoires de l'Union européenne, la Guyane française, les îles Malouines. Nous découvrirons 5 d'entre eux: la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. L'Amérique du Sud a été la terre de prédilection des Espagnols, du temps des colonisations qui ont suivi la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Sur ces 12 pays sud-américains indépendants, 10 ont été colonisés par l'Espagne, et tous ont conservé l'espagnol comme langue officielle, sauf le Brésil, qui est le portugais. Donc, vous pouvez vous imaginer que la première chose que j'ai fait pour découvrir l'Amérique du Sud, c'était d'apprendre l'espagnol. Faire un film sur l'Amérique du Sud et pas apprendre l'espagnol, c'est comme aller à New York sans voir la Statue de la Liberté. On a déjà parlé de ça dans mon premier film, sauf que là, c'était primordial pour moi de pouvoir discuter avec les gens, d'échanger, d'expliquer mon projet. Mais le plus important, de pouvoir écouter. Y decía por allá que está al frente, esa larga blanca. Sí. Era de la hermana la llamaba la marca. Vous êtes sûrement curieux de savoir comment je me suis débrouillée finalement. Je suis assez fière de mes progrès, mais disons que j'étais bien contente que Michael soit là avec moi parce qu'il parle un excellent espagnol. Ça nous a permis de rencontrer du monde vraiment incroyable que j'ai vraiment hâte de vous présenter. L'arrivée dans une grande ville est toujours un peu stressante parce qu'il faut tâter son pouls.
Vous allez sûrement vous reconnaître dans ce que je vais dire. Quand j'ai commencé à voyager, la première chose qu'on a commencé à me dire, c'est « Fais attention, là, sois prudente, c'est dangereux. » On m'a toujours dit ça, peu importe le pays. Même quand j'ai annoncé mon voyage en Australie, qui est pourtant un pays très semblable au Canada côté sécurité, c'est ce qu'on m'a dit. Vous pouvez vous imaginer combien de fois j'ai entendu ça pour l'Amérique du Sud. Ça m'a amené à réfléchir. Mais d'où vient cette crainte quasi instantanée sur le fait de voyager? Je suis pas en train de dire que je fais pas attention quand je voyage ou que l'Amérique du Sud est un pays tout rose sans danger. C'est vrai, il y a des personnes malignes partout, mais c'est justement mon point. Il y a des personnes malhonnêtes partout sur la planète. Parfois, je me demande si ça empêche certaines personnes de voyager dans les pays de leurs rêves. Ça ne devrait pas vous empêcher de découvrir des nouvelles choses. Certes, il faut rester intelligent et informé. Mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ayez des yeux derrière la tête et surtout, écoutez votre instinct. Je suis pas mal certaine que ceux qui ont été malchanceux n'ont pas respecté ces simples règles des grands voyageurs avertis. Et ceux qui les ont pas respectées tout le temps et qui leur est rien arrivé, vous avez probablement une bonne étoile de voyage. La première chose qui m'a intéressée sur l'Amérique du Sud, c'est évidemment les civilisations, les ethnies qui existaient avant le temps des conquêtes par les Espagnols. On les appelle aussi les civilisations précolombiennes. C'est également ce qui nous avait attirés au Pérou en 2014, moi et mes deux meilleurs amis. Bravant nos douleurs, surpassant notre volonté, nous avons fièrement marché sur les mêmes pas que la civilisation légendaire des Incas pour se rendre au Machu Picchu. Ce fut 4 jours de randonnée inoubliables, se terminant par le summum de l'aventure péruvienne. Le lever du soleil sur le Machu Picchu, merveille d'un génie enfoui dans le mystère. Nous sommes bousculés par ces énergies dirigées par l'inconscient collectif qui plane sur l'ancienne ville,
tel un fantôme du temps. On se demande pourquoi l'être humain est de nature aussi primitive. Qu'est-ce qui leur a passé par la tête à ces conquistadors? Nous blâmons tous avec peine leurs craintes inutiles venant de l'ignorance et de la soif du pouvoir. La merveille devient mémoriam, mais le secret est bien gardé. Le Machu Picchu, plus belle merveille du Pérou, et incontestablement l'une des plus belles merveilles de l'Amérique du Sud, est aujourd'hui violée par le tourisme de masse, déambulant dans les ruines à la recherche des cités d'or. Victime de sa beauté, aujourd'hui, le Machu Picchu ne peut recevoir que 5000 personnes par jour et seulement 500 personnes sur son légendaire chemin de l'Inca pour prévenir les dommages causés par le tourisme de masse. Seul celui qui écoute son cœur saura déchiffrer les mystères de la grande cité Inca. On entend souvent parler des Incas parce qu'ils ont été le plus grand empire précolombien de l'histoire. Mais bien d'autres civilisations anciennes sont à découvrir en Amérique du Sud, et cette fois, je voulais vraiment m'attarder davantage à celle que j'avais pas eu le temps de découvrir en 2014 lors de ma première visite au Pérou. Entre autres, il y a la civilisation des Nazca qui existait avant même les Incas, entre moins 200 et 600 après Jésus-Christ. Elle est extrêmement connue pour ses géoglyphes, ces incroyables lignes et figures tracées dans le milieu du désert. Un mystère encore non résolu de l'histoire. La théorie sur ces lignes, visible seulement à vol d'oiseau, est encore aujourd'hui inexpliquée. Pourquoi les Nazca les ont créées? Pour qui? Mais surtout, comment? On a des noms français. Oui, c'est vrai. Nous, comme local, nous croyons qu'ils sont des offrandes pour les dieux, parce qu'il ne pleut pas ici presque jamais. Et peut-être mes ancêtres souffraient beaucoup. Et ils croyaient que le Dieu voulait lui punir pour quelque chose de mal qu'on a fait. Et alors, on a eu l'idée de faire des offrandes, les lignes et des dessins. Alors, nous voulons de l'eau en forme de pluie. Mais il paraît que la pluie n'est jamais arrivée. Et les Nazca voulaient évidemment, elle aimait rester ici. Et on a eu de chance de partir d'ici ou rester. Mais s'il voulait rester, il devait trouver l'eau.
Alors fait des systèmes hydrauliques des canaux sur la terre qui s'appellent aqueducs. Alors dans sa manière résolver la manquesse d'eau, mais la solution arrivait, on croit, un petit peu trop tard, parce que la civilisation est devenue moins forte et une autre culture arrivait de l'Est qui s'appelait Wari, 700 après Jésus-Christ, et coloniser la civilisation nazca, ça a été le final. Il y a des archéologues, je crois qu'il y a un monsieur de la Suisse qui dit que les extraterrestres sont venus ici. Il y a un dessin qui paraît même comme un être de notre monde. Mais ça, c'est un chaman, pas des extraterrestres. Je crois que mes ancêtres ont été assez intelligents à faire des dessins lignes. Et la raison, comme on a déjà dit, était une offrande pour les dieux. Ben, merci beaucoup. Croyez-le ou non, le plus mystérieux restait à venir. À 30 minutes de la ville de Nazca se trouve sa nécropolis. Site malheureusement populaire à cause des pilleurs de tombes qui ont déterré les momies pour vendre aux touristes et aux collectionneurs les objets de valeur enterrés jadis à gros prix. C'est bizarre comment on peut voir beaucoup d'os humains qui sont complètement blanchis à cause du soleil. Parce que les pilleurs désenterraient la mort et portaient tous les bijoux et les momies sont laissées sur le sol, derrière. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'en faire un musée plutôt intriguant. On n'aurait jamais cru qu'il était possible d'observer des momies dans leur tombe à ciel ouvert. Mais le plus inimaginable restait encore à venir. Notre guide, pour nous expliquer à quel point les tombes avaient été saccagées, commença à déterrer des os et des morceaux de tissu répandus dans le désert, à quelques pas seulement des tombeaux de l'exposition. C'est son genou. Sincèrement, je sais toujours pas quoi penser de ça, mais parfois, il faut pas trop se poser de questions. Mimi, t'en connais-tu bien gros du monde, toi, qui déterre des momies? Les ancêtres de Juan vénéraient aussi le soleil, comme les Incas. Et j'eus un petit sourire intérieur lorsqu'il nous apprit que toutes les momies étaient enterrées assises face vers l'aurore. À quelques heures de route plus loin, nous allions découvrir d'autres momies avec une histoire des plus intrigantes. Elles sont placées dans des sarcophages qui représentent des formes humaines et font près de 2,5 mètres de hauteur. Elles ont survécu au pillage par leur emplacement ingénieux. La tête représente un masque funéraire et 2 d'entre eux sont ornés d'un crâne. Selon les archéologues, ce seraient de grands guerriers.
À l'intérieur de chaque sarcophage, une seule momie pourrait être insérée en position fœtale. Notre guide nous expliqua que peu de financement est déployé pour ce mystère ancestral parce qu'il préfère mettre le budget archéologique sur le Machu Picchu, qui est évidemment une activité beaucoup plus lucrative. Le mystère plane donc à savoir s'il y a des momies dans chaque sarcophage et qu'est-ce qui s'y trouve réellement à l'intérieur. Ces détails mystérieux sur les anciennes coutumes péruviennes nous fascinaient et on commençait seulement l'exploration. Tout au nord du Pérou, un autre peuple andin existait environ de l'an 800 à 1500 de notre ère, les Chachapoyas. Ils sont un peuple méconnu parce que les principales sources à leur sujet sont celles qui nous sont parvenues par leurs rivaux, les Incas ainsi que les conquistadors espagnols. Le mot Chachapoyas voudrait dire « le peuple des fleurs nuages ». Nous savons qu'ils étaient environ 3000 habitants à leur apogée. Vous pouvez voir ici un lieu cérémonial. La civilisation effectuait des offrandes aux dieux à l'intérieur. La forteresse de Cuelap est considérée comme le Machu Picchu du nord du Pérou. Leur civilisation est disparue comme environ tous les peuples précolombiens de l'histoire, assimilés par une civilisation plus puissante. Nous avons appris ce jour-là quelque chose qui nous fit apprécier la civilisation des Incas davantage. Les Incas n'aimaient pas détruire ceux qu'ils convertissaient, ils préféraient améliorer ce qu'ils avaient déjà. C'est pourquoi leur empire était devenu si grand. Les civilisations qui les précédaient pouvaient évoluer tout en profitant du génie des Incas. Would you kneel down and worship my child?
Janvier et février 2019. Nous avions arrêté notre première destination sud-américaine à la Colombie et l'Équateur. J'en connaissais seulement les préjugés véhiculés dans les médias et par mon entourage. Je recevais des regards d'inquiétude quand j'annonçais fièrement que Medellín et Bogota étaient sur mon itinéraire. Ok. This is Black Beat, nigga. Ok. Haciendo temblar estos beats. This is real. El barrio me sigue llamando, mi nombre sigue mencionando. La ville des fleurs et de l'éternel printemps. C'est ainsi qu'on surnomme Medellín. Du moins, c'est comme ça que les locaux aiment bien l'appeler. Pour les gens d'outre-mer, elle est plutôt associée au narcotourisme. Pour ma part, ce sujet ne m'intéressait pas vraiment et je comprenais pas pourquoi tout le monde en parlait autant. J'ai profité de cette occasion pour comprendre tout ça parce que l'époque de Pablo Escobar fait partie de l'histoire de la Colombie et on ne peut pas l'ignorer. Mais malgré tout, on s'est senti en sécurité et on a été impressionné par sa modernité. On est donc parti à la chasse de Pablo Escobar. Sa popularité vient de deux faits. Son cartel, au sommet de son activité, fournit environ 80% de la cocaïne consommée aux États-Unis pour un chiffre d'affaires annuel de 21,9 milliards de dollars. Ce qui fait de lui le criminel le plus riche de l'histoire. L'autre manière, c'est que Pablo Escobar gagne en popularité auprès de son peuple, parce qu'il entreprend la construction de plusieurs églises, écoles et hôpitaux pour l'aider à se sortir de la misère. Certes, sa méthode pour changer le monde peut paraître non conventionnelle pour la plupart des gens. Malheureusement, il est plus populaire pour son entreprise de trafic de cocaïne et recherché par la police colombienne et américaine. Il est fusillé en 1993 à Medellín par la police nationale colombienne. Son influence importante a plongé la Colombie dans un tourbillon de violence incessant. Mais certes, aujourd'hui, le peuple s'est relevé et la métamorphose de la Colombie est incroyable. Ici, vous pouvez voir une enseigne que nous avons pu croiser qui nous a ouvert les yeux sur la situation actuelle de la Colombie. Negratas el barrio resisto, chaqueta de cuero, dinero y joya, brama negrata yo no insisto y yo sigo invicto. Ma mission devenait claire par rapport à cette situation-là. Je devais informer les gens de tout ça. J'allais changer l'image de Medellín et aider les Colombiens à se départir de ce fantôme. Parce que ce peuple de cœur, généreux et les plus honnêtes que j'ai pu rencontrer le méritait. Dans l'ensemble, après tout, je suis pas déçu d'être parti à la chasse d'Escobar. On ne pourrait jamais déterminer si Pablo Escobar était un homme de mal ou de bien. Et c'est ce qui est intéressant de cette histoire-là. Il faut parfois être rendu tout en bas pour vouloir remonter. Et le règne de Pablo Escobar fut probablement le coup d'envol à l'évolution de Medellín, la ville des fleurs et de l'éternel printemps. Comment qu'on dit Cheveras? Chevere. Aujourd'hui, on s'en va à la lagune de Guatavita. C'est une lagune qui est assez populaire parce que ce serait là que le trésor de l'Eldorado serait caché.
On a parlé un peu des cités d'or avec le Machu Picchu. Les origines de la légende de l'Eldorado sont profondément enfouies en Amérique du Sud, littéralement. Comme toute légende qui se respecte, le mythe de l'Eldorado comporte quelques parcelles de vérité. L'El Dorado signifie « le doré » en espagnol, et la légende est apparue dans la région de Bogota, une contrée mythique supposée débordée d'or. Mais comment les conquistadors en sont-ils venus à une idée pareille? En 1298, Marco Polo, marchand vénitien, écrit le Livre des merveilles. Dans cet ouvrage, il décrit les différentes îles et villes qu'il a visitées dans son voyage en Asie. Il décrit y avoir vu des pierres précieuses et de l'or en abondance. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique alors qu'il croit découvrir les Indes décrites par Marco Polo. Plusieurs années plus tard, les conquistadors se lancent donc à la recherche des cités d'or décrites par ce dernier en Inde alors qu'ils sont en Amérique. Marco Polo décrivait en fait probablement les célèbres pagodes aux toits d'or situées en Birmanie. Au début du 16e siècle, lorsque les explorateurs espagnols ont posé le pied en Amérique du Sud, une légende d'une tribu indigène leur avait été contée. Lors de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau chef de tribu, une cérémonie au lac Guatavita célébrait son règne. Le nouveau dirigeant était recouvert de poudre d'or et se baignait dans le lac. Des bijoux précieux, des pièces d'or étaient jetées aussi dans les profondeurs, en vue d'apaiser un certain dieu qui s'y trouvait là. La folie des chercheurs de l'Eldorado est allée très loin. En 1545, apparemment tentent-ils de vider le lac Guatavita pour trouver la cité qu'ils y croyaient enfouie. Le niveau du lac étant rendu au plus bas, ils y trouvèrent des centaines de pièces d'or sur le bord de la rive, mais bien sûr, aucune trace de ces merveilleuses cités d'or. Ils n'ont peut-être pas découvert les cités d'or, mais je m'imaginais leur émerveillement devant cette biodiversité unique. J'avais beaucoup entendu parler de son écosystème fabuleux. Passant des montagnes aux neiges éternelles, de la jungle au désert, elle abrite 10% des espèces floristiques et fauniques du monde. Nous avons pu explorer, entre autres, 2 de ces environnements incroyables.
yourself. You had the key to everything. You could have been better than yourself. Kiss me before the bad stuff comes. Embrace me before the world finds its love. These changes can make us one. Kiss me before the best love comes. Les Colombiens nomment aussi cette région le triangle du café, car la fameuse récolte du type Arabica y est cultivée. Vous entendez les mots « café équitable » et vous restez indifférent, ou vous savez pas trop ce que ça veut dire? Jurez qu'après avoir vu tout le travail que ça comporte, vous boirez votre café avec une toute autre perspective. Nous avons passé par Finlandia, une toute petite ville de 12 000 habitants, située dans le triangle du café en Colombie, pour clarifier l'importance de cette sensibilisation. Esta mata es la mata de café, se llama chapola y la siembran en estas bolsas de plástico para que la raíz crezca derecha. Si la raíz se tuerce o salen dos raíces, no va a crecer. El café aquí en Colombia es como amargo más o menos y eso se debe a la altura. Aquí estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar. Entonces el café es arábico, el que sembramos acá, y robusta. Se demora aproximadamente 6-5 meses en crecer, ya como un arbolito. Cette petite compagnie de plantation de café est des plus traditionnelles et nous apprenons que leurs produits sont principalement cultivés pour les habitants du village de Finlandia, mais aussi exportés mondialement. Après avoir visité et compris toutes les étapes de la cultivation, nous allons nous-mêmes préparer notre propre café, fraîchement recueilli à la main par ces familles et séché sur place. Nous restons étonnés de la longueur du processus et du dur labeur que cela peut inclure. Pour seulement quelques tasses de café, il nous a pris près de 2 heures pour arriver finalement à s'asseoir autour de la table pour la dégustation. Salud. Salud. Wow. Wow. Je me posais souvent la question, mais qu'est-ce qui rejoint tous les pays d'Amérique du Sud? Qu'ont-ils en commun? Je peux pas parler pour tous les pays parce que je les ai pas tous visités, mais de ce que je peux constater,
c'est qu'ils n'ont pas perdu le sens du plaisir. Le sport, la danse, les festivals, les carnavals sont très importants pour eux et il faut le dire, ils sont beaucoup plus lousses côté règlement. Ça ne devient pas plus dangereux pour autant, au contraire, c'est moins stressant. Je vous donne un exemple parfait d'un sport colombien qui serait jamais accepté en Amérique du Nord, le tejo. Sport national colombien. Ce jeu-là est absolument génial, vous n'en croirez rien. Principe très simple, ressemblant aux poches. Sauf que, au lieu de lancer une poche de sable, tu lances un gros bloc de plomb sur une cible de poudre à fusil. Je vous laisse deviner la suite. Le tejo est sur plusieurs circuits touristiques en Colombie, mais évitez-les. Le mieux, c'est de se mêler aux locaux colombiens en soirée qui adorent se rassembler et boire une bière autour de ce jeu cacophonique. Et dès que vous leur aurez prouvé que vous pouvez faire exploser quelquefois la cible, vous ne faites pas trop d'idées, là, vous resterez encore un gringo, mais ils seront contents de voir que vous aimez y jouer. Autre jeu bien sympathique et typique qu'on a eu la chance d'essayer au Pérou, le jeu du crapaud. Un peu moins risqué que le tejo, mais plutôt difficile. Le jeu a pour origine une légende inca qui attribuait au crapaud un caractère magique. Aussi, selon le mythe, un vœu serait accordé à celui ou celle qui donnerait une pièce à manger à l'animal. Les festivals auxquels on a participé nous ont absolument envoûtés. Le premier auquel on a participé, c'était le Festival de la bouffe frite à Carthagène des Indes. Oui, la traduction est littéralement comme ça. On ne pouvait pas passer à côté de vivre l'ambiance d'un festival rural colombien. Ils savent manger. On boit de la bière dans la rue, puis la police est juste là, puis il n'y a pas de trouble. C'est ça le problème que j'ai. Leur sauce n'est pas assez piquante. Ce soir-là, on était les seuls gringos de la place. Cependant, ça, c'était rien comparé au fameux carnaval d'Oruro en Bolivie. Toute l'Amérique du Sud se prépare au carnaval en raison de l'ancienne tradition chrétienne du carême. En Amérique du Sud, aujourd'hui, cette période n'est plus vraiment respectée, mais la tradition du carnaval est restée. En Bolivie, on a découvert la diablada, danse traditionnelle représentant l'affrontement entre les forces divines et infernales. L'expérience est inoubliable. Durant plus de 48 heures, les danseurs déambulent sur un circuit dans la ville sur près de 4 km jusqu'à la Vierge de Socavón pour prier devant elle et lui montrer allégeance. Je ne sais pas si vous réalisez, mais danser pendant 4 km de temps, c'est plutôt remarquable.
Et en plus de recommencer le lendemain tout ça, en ayant fait la fiesta la veille, j'ai compris la définition du mot « excessif ». Toujours en Bolivie, on s'est vraiment amusé en regardant un combat de cholita, équivalent de la lutte avec une touche de tradition. Si on veut traduire le mot « cholita », c'est le terme pour désigner les femmes métisses de Bolivie. Elles ont un habillement très typique, chapeau melon, longs cheveux tressés, jupe de couleur. Le combat de cholitas, c'est un mouvement récent. Il est apparu parce que les cholitas étaient loin d'être acceptées dans la civilisation évolutive de Bolivie. Elles sont souvent sujettes à discrimination et insultes. Aujourd'hui, elles ont réussi à se faire accepter grâce à leur persévérance et à leur fierté d'être cholitas. Les combats de cholitas ont pris naissance pour sensibiliser les gens à cette cause. Les combats représentent la vraie vie. Il est donc pas rare de les voir se battre avec des hommes et gagner. Puis finalement, mais non le moindre, c'était d'arriver à l'improviste en plein milieu du Festival du vin et des vendanges à Mendoza, en Argentine. Franchement, comme on dirait, ce fut la meilleure façon de découvrir la bonté de vivre des Sud-Américains. Un autre fait qui relie l'Amérique du Sud aussi, la cordillère des Andes. Elle est la déesse du continent. Fait non seulement partie de son paysage, mais fut l'origine de ses mythes et croyances. Le continent détient des records mondiaux pour ses altitudes. Survolons-les et quelques autres endroits culminants. L'Argentine cultive les plus hautes vignes du monde, dans les 2000 à 3000 mètres d'altitude. La culture du vin en Amérique du Sud est particulière. Évidemment, on ne s'installe pas à des hautes altitudes pour faire un vin commun, mais c'est une tâche très compliquée. Parce que les raisins sont constamment, entre guillemets, harcelés par les conditions extrêmes du climat, ce qui lui donne son goût très corsé parce que la pleure doit être très robuste pour se protéger. Étant donné l'altitude, les plantes manquent d'oxygène, les rayons UV sont plus forts, puis la température peut varier de 22 degrés entre le jour et la nuit. En réalité, c'est un exploit de retrouver des vignobles ici. De nombreux sommets sont des volcans, qui sont parmi les plus hautes montagnes sur Terre après celles de l'Himalaya. Comment calcule-t-on la hauteur des montagnes? Selon le niveau de la mer. J'ai entendu que les scientifiques disent en réalité que le niveau de la mer ne peut plus être utilisé pour calculer la hauteur d'une montagne, parce que c'est un point variable qui risque, avec les changements climatiques, de fausser toutes les anciennes données. Le centre de la Terre, par contre, est une donnée invariable, et les chercheurs modernes ont donc révisé les records. Quelle est la plus haute montagne du monde? Le sommet du volcan Chimborazo, à 6268 mètres. C'est en fait le point le plus éloigné du centre de la Terre, ce qui détrônerait l'Everest. La raison est que la Terre n'est pas un rond parfait et que son ballonnement serait plus large au niveau de l'équateur qu'au Népal et au Tibet.
Le Cotopaxi est le plus haut volcan actif de l'Équateur. Et nous avons eu la chance de pouvoir observer son sommet. Chose, soit dit en passant, très rare parce que la température peut changer assez rapidement en région montagneuse. Malgré le beau début de journée qui nous avait été donné, l'activité a rapidement changé au bizarre. Je sais pas si ça arrive souvent. C'est en penses ça? Moi, je dis qu'il faut toujours garder espoir, puis que j'y crois. So Cameron, what do you think about that situation? We're gonna die. We're gonna die in that It's perfect. It's like a fun house inside, it really is. I think we signed up for that. This is Ecuador. That's the tour. Donc là, on a séparé le groupe en deux. Il reste encore 1 heure jusqu'au campement. Mais le groupe qui va plus vite, eux autres, ils vont plus haut que ça. Mais là, en ce moment, j'ai un mal de tête. Fait que le plus haut que tu vas, le moins qu'il y a d'oxygène, évidemment. Donc, ton corps, il y a de la misère à recréer ces globules-là qui manquent dans ton sang. Alors, donc, c'est pourquoi c'est plus difficile de respirer et plus difficile à monter. Donc, ton cerveau, il te parle un petit peu en te disant « Hey, ça te tente-tu d'arrêter de monter pour m'aider un peu? » C'est pour ça, c'est ça que ça crée le mal de l'altitude. Amigos, desde Canadá nos encontramos a 5015 metros de altitud, justamente en los glaciares del volcán Cotopaxi. Bienvenidos a ustedes y un saludo para... Cameron de Estados Unidos. Cameron de Estados. Hello, kid. ¡Excelente, amigos! Ok, perfecto. Gracias. ¡Vamos! Puis même, tu tripes-tu? Quoi qu'il descend dans l'île là, lui? En serio? T'es correct, Mims? Ça fait pas que de mal? Fucking hell, hein? La cordillère des Andes s'étend sur 7100 km. C'est la plus longue chaîne de montagnes continentales du monde. Elle a une altitude moyenne de 4000 mètres. Elle débute au Venezuela, traverse la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Son point culminant est l'Aconcagua en Argentine, avec ses 6962 mètres d'altitude, aussi surnommé le Colosse des Amériques. La Bolivie détient à elle aussi quelques-uns de ses records. Le lac Titicaca, à la frontière du Pérou et de la Bolivie, est considéré comme le plus haut lac navigable du monde, avec son altitude de 3812 mètres. L'altiplano, signifiant plaine d'altitude en espagnol, est situé au cœur de la cordillère des Andes et est la plus haute région habitée au monde après le plateau du Tibet. Tout près, nous retrouvons son célèbre désert de sel, le Salar d'Uyuni, s'étendant sur 10 000 km², le plus grand désert de sel au monde. Nothing has to be fucking perfect.
La Paz, en Bolivie, est déclarée capitale la plus haute du monde. Soit dit en passant, il y a 2 capitales en Bolivie. La Paz est la capitale administrative du pays et Sucre étant la capitale constitutionnelle. Les records pourraient continuer comme ça. Un autre un peu plus triste, toujours en Bolivie près de La Paz, on a décidé de s'aventurer sur la route de la mort, route détenant le record de mortalité au monde. La route de la mort, ça dit garder la gauche. Habituellement, même en Amérique du Sud, ils conduisent à droite, mais là, c'est différent parce qu'ils se mettent du côté gauche parce que sinon, le conducteur pourrait pas voir s'il est en train de tomber dans le précipice. Hey guys, welcome to the death row. Nous avons été accueillis à la porte de la civilisation Schwartz, ancêtre des réducteurs de tête, par l'expérimentation d'un tremblement de terre de 7,2 de magnitude. Donc là, il est genre même pas 5h30 du matin. Tout a shaké, là, c'était vraiment épeurant. Cela annonçait clairement que notre première expérience dans la forêt amazonienne allait rester gravée dans notre mémoire à jamais. On réussit à dénicher un guide ayant comme ancêtre cette civilisation redoutée des conquistadors. Effectivement, les Schwartz connaissent la forêt amazonienne comme le fond de leur poche.
ce qui les a avantagés sur les Espagnols et qui a maintenu sa culture vivante. Les populations amazoniennes ne disposant pas d'écriture, leur culture est basée sur la transmission orale de leur histoire. Vous pouvez donc comprendre à quel point on s'est senti choyé que Daniel nous la transmette. Et de l'autre côté, comment Daniel était heureux que je capte le tout à la caméra pour transmettre sa tradition ensuite. Estoy trabajando como guía de turismo nativo Shuar 13 años, entonces no ha habido ningún peligro aquí en la selva. Esto harutan los indígenas como Shuar y los restos indígenas de la cuenca América Latina que vivieron aquí antes de la llegada de la conquista de los españoles. Cada tribu o cada nacionalidad tenía su calendario, su conocimiento, el mundo espiritual, el mundo que cambia, el territorio y la humanidad que iban a venir a América. Con esas plantas de preparar para tomar una dieta de ayuno y descubrir las visiones de lo que nuestros antepasados vieron cómo va a cambiar el mundo de la humanidad. Entonces, y así tenemos muchos poderes espirituales. Aujourd'hui, la pratique des têtes réduites ne se pratique évidemment plus, et heureusement. Mais pourquoi réduisaient-ils les têtes? C'était un rituel chamanique pour s'emparer des forces et de l'esprit de leurs ennemis. Une fois vidée et désossée, la tête était desséchée à l'aide de cendres et de pierres chaudes, remplie de sable, cousue et remodelée. Elle servait ensuite, pendue au cou de son propriétaire, dans une cérémonie destinée à montrer aux ancêtres que la vengeance avait bien été accomplie. Nous commencions notre découverte des plantes et de la vie amazonienne. Daniel nous apprit quels arbres, quelles plantes et insectes étaient les plus utiles autrefois pour ses ancêtres, tout en nous montrant quelques secrets de survie. Pueden hacer así, hagan, floten con su dedo hasta cuando. También en heridas menores, picaduras de insecto o mosco, es bueno flotar y se hace como una crema. Buena por la piel. Sí. Quedar maquillado de esto. Una explicación de estas termas. Es de mucha utilidad para nosotros, para la familia Shuar. Cuando está ya una familia muy grande, la casa de esta termita se hace muy grande. Lo construyen por la descomposición del árbol. Y cuando ya está adulta, se puede sacar un pedazo para llevar a la casa, como aquí existe hembra y macho. Las hembras son comida para los pollos, los patos. Y esto por la tarde ya va a estar cubierto. Esto tiene capacidad de entrar ir a vivir en casa de madera y destruye. Sí. El fuego de esto es nombre Shuar Hemple. Quiere decir en español el fuego de colibrí. Mira. Muy. Mira. Solo al centro. Sí. Ahora hacia arriba, recto, no por acá, así, arriba, ¿sí? 1, 2, 3. Miguel, no, aquí en el donde no hay hojas, árboles, sí. ¿Cómo allá? Sí, allá, recto, arriba.
C'était une promenade tout à fait mystérieuse. Notre hôte écoutait la forêt. Elle semblait le guider dans tout ce qu'il allait nous montrer ensuite et nous nous sommes sentis envahis par cet écosystème incroyable. Nous sentions que ce n'était pas nous qui respirions la forêt, mais bien elle qui nous inhalait. Mais ce qu'on a découvert lors de notre séjour en réalité, c'est cette ouverture et cette générosité qu'ont les Équatoriens, leur gentillesse infinie. C'est incroyable d'entendre Daniel nous expliquer de son lien étroit avec la terre-mère et à la fois de ressentir notre impuissance contre les forces de la nature. Une aventure qui anime encore nos conversations et dont nous sommes loin d'oublier. La religion en Amérique du Sud est encore très présente. Lors de notre arrivée à Cuenca, ville en Équateur, nous avions été avertis que les habitants étaient très croyants. Le nombre d'églises s'élève à une 50aine pour 400 000 habitants. Nous avons donc été extrêmement surpris d'entendre parler du centre culturel de la prohibition, qui rend hommage au contraire. Cette famille d'artistes ont combattu toute leur vie pour faire accepter leur art dans la ville et évoluer au-delà des préjugés. Ok, silencio, hablo un poco para el sonido. Hola, hola, probando. ¿Quién eres? ¿En cuál es tu pasión? Pues mi nombre es Kian Moscoso. Yo me siento que soy un trotamundos de la vida. Mi pasión en sí es el arte, pero siempre busco ser la mejor versión de mí mismo como persona. Mi pasión es primero la familia, una estructura familiar sólida, con base sólida. Bueno, mi nombre es Franco Moscoso. En el sistema soy diseñador gráfico y conviviendo con el sistema soy artista gráfico. Mi nombre es Eduardo Moscoso. ¿Quién soy? Estoy en una eterna búsqueda. Mi pasión, como decía mi esposa, la familia y el arte, la cultura. ¿Por qué empezaste este proyecto y cuándo? Bueno, como artista siempre me ha gustado plantearme proyectos. Hasta el día de hoy siempre paso planteándome proyectos, entonces este proyecto yo creo que nació casi apenas terminé la universidad, ¿no? Egresé de la universidad. Entonces, de ahí prácticamente siempre he estado queriendo hacer un espacio dedicado a la cultura, ¿no? ¿Sí? Lo hemos hecho aquí en la ciudad y
Yo creo que ahora un siguiente paso queremos hacerlo también en medio de la naturaleza, nuestro próximo proyecto. De adolescente fui una chica muy inquieta. Me gustaban las cosas diferentes, sobre todo vestirme diferente, hacerme mi propia ropa, vestimenta. Y coincidencialmente conocí a Eduardo, de 17 años, y me fue trayendo la forma de cómo es él dentro de la parte de lo artístico. Sobre todo me fue llamando la atención lo que hacía y hubo una conexión de gustos, un poco, no totalmente, pero un poco, una conexión de estilos. Pues esto de seguir con el arte, que es casi una herencia familiar, pero sin embargo tiene mucho que dar, por lo que me ha gustado bastante seguir los pasos de mi padre, de mi madre. Dentro de las artes tengo la influencia de la familia, entonces empecé de alguna manera desde niño, pero ya profesionalmente desde los 22 años, paralelo a la universidad. ¿Cuál fue el mejor desafío al que te enfrentaste al crear un proyecto único en un entorno conservador? Pues siempre las barreras de la sociedad en la que me crié, ya que Cuenca es bastante conservadora, religiosa. Sin embargo, el apoyo de mis padres me ha ayudado, pero el desafío que representó para mí fue cuando salí del colegio, verme que aquí no me dieron estudio para la universidad. No he tenido, digamos, muchos problemas con mi trabajo y lo social, porque saben de dónde vengo, mucha gente sabe que vengo del prohibido, entonces saben que estoy ya loco, digamos. El mayor reto es romper primero mis tabús, mis creencias, mi formación desde niña. Fui criada con muchas costumbres religiosas, sobre todo la católica. Y para mí eso ha sido muy difícil romper, ser yo misma, identificarme conmigo misma y descubrirme a mí misma, qué es lo que quiero. El principal reto. El otro reto es haber sido compañera de un artista bastante controversial para una sociedad conservadora. El mayor reto ha sido el económico, porque eso no me ha permitido hacer todo lo que deseaba, ¿no? O lo que deseara. El medio sumamente conservador, pero sabía que es cuestión y sé que es cuestión de luchar, ¿no? De seguir trabajando nada más, pero sí el sistema o lo económico, el régimen, la situación de dinero, tal vez ese ha sido el reto más fuerte para mí, ¿no? ¿Qué consejo tienes para otros que quieren seguir sus pasiones? Hagan lo que les agrada y creen correcto, pero informándose también a la vez, no solo intuyendo, sino investigando. Y que sí traten de respetar las opiniones del resto, ¿no? Para no chocar innecesariamente con terceros. Uno de los ejemplos es el prohibido, que no se ha hecho de la noche a la mañana, no ha sido fácil, ha sido realmente un reto, no contra nada, ni contra culturas, ni nada, simplemente convencido de lo que estás haciendo, de lo que quieres. Este es el tercer intento del prohibido, pero se nota y se ve que se lo está logrando, se está logrando, porque tienes dentro una pasión y un objetivo claro. Igual, que no se desanimen, que realmente son caminos difíciles, que hay tiempos malos, pero asimismo que todo esfuerzo tiene su recompensa realmente. Bueno, el consejo que le daría a otras personas es que no pierdan el tiempo haciendo cosas que no les interesan, ¿no? Que es única la vida que tenemos y no hay tiempo para estar haciendo cosas que no valen la pena. That's up for
So, Cameron, how'd you feel? I've never been more comfortable in my life. I think I might be ready to die. But, oh, Mimi, this coffin is real? And this has had a real dead person in it. En plusieurs endroits en Amérique du Sud, on a pu observer ce phénomène d'adoration pour le diable. À l'intérieur de la mine Cerro Rico, à Potosí, en Bolivie, les mineurs vénèrent et craignent à la fois le Tío, en lui donnant chaque jour de travail des offrandes telles des feuilles de coca, de l'alcool, des cigarettes. Leurs superstitions s'évanouissent un peu. Dans les entrailles de la terre, même Dieu ne peut y pénétrer. Donc ils doivent demander au diable de les épargner de la mort. Pachamama, danos protección, seguridad. Un accidente en el interior de la montaña. Pachamama, Tío, protección. Buena producción de mineral para los mineros, seguridad para los turistas. Pachamama. Cerro Rico est aussi appelée la montagne qui mange les hommes vivants. Potosí était dans les années des conquistadors l'une des villes les plus riches d'Amérique du Sud grâce à ses gisements d'argent, tous exportés en Espagne. Aujourd'hui, les mineurs continuent de creuser le ventre de la bête pour extraire de l'étain, dans l'espoir de trouver peut-être un filon d'argent et devenir riches. Une faible lueur au bout du tunnel. Mejor de todo luz de ¿Sí? afuera, gracias. $100, my friend. Okay. Fácil. For
Ici, c'est le Brésil. Là, c'est le Paraguay. Et nous sommes en Argentine, à Puerto Iguazú. Les chutes Iguazú, c'est 275 cascades sur un front d'environ 3 km. La plus haute, la Gorge du Diable, atteint les 80 mètres de hauteur. L'ensemble des chutes déverse jusqu'à 6000 tonnes d'eau par seconde. Les chutes sont à cheval entre l'Argentine et le Brésil. Les gens disent souvent que le côté argentin est plus intéressant. Je dirais plutôt qu'il y a plus d'installations pour les observer, mais que du côté brésilien, on a une meilleure vue de la Grande Gorge du Diable. Donc, à mon avis, si on veut avoir une visite complète des chutes, il faut faire les deux pays. En bout de ligne, on a dit à tout le monde qu'on n'était pas allé au Brésil, mais c'est faux, pour une journée du moins. Si vous aviez des doutes à aller découvrir l'Amérique du Sud et ses mystères, j'espère qu'aujourd'hui ils sont dissipés malgré toutes les rumeurs que vous auriez pu entendre à son sujet. J'ai déjà lu un jour que la peur existe pour nous protéger d'une situation qui pourrait nous arriver. Mais le tout reste spéculation et supposition. Nous avons tous une zone de confort qui ne demande qu'à s'élargir, et vous êtes le seul responsable de votre propre vie. Lorsque j'ai compris ça, je me suis sentie libre au nouveau jour qui s'ouvrait à moi. Il y a tant de choses à découvrir et tant de gens à rencontrer que je m'envolerai outre-mer. I thought I was gonna die. Woo! Oh my god. Beaucoup trop chaud! Tous mes pieds sont brûlés, là, genre. J'ai trop mal aux pieds, je suis plus capable de descendre. C'est vraiment niaiseux, qu'est-ce qu'on fait, là? Ça marche pas pantoute. Tu connais la chanson? On days or another, I'm gonna find her. I'm gonna get you, get you, get you, get you. On days, Andy. Bouh! Si. Je me suis... La route est bloquée. Dans la grosse merde. Il est brésilien? Oh my god. Lui là, il a des bottes de pluie. Il y a des bottes de pluie.
ça va faire un escape the room en espagnol. Pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, à Quito. Il paraît que ça fait bien peur aussi. Parfait pour la Saint-Valentin. Ok, on vient de sortir du Escape the Room, qui était dans un hôpital psychiatrique. Puis Mike a vraiment pas aimé ça. Mais c'était vraiment peurant pour vrai. Puis c'était très bien fait, là. Genre, on le conseille a tout el mundo de faire ça. Il faut l'essayer. Si t'es a Quito, il faut le faire. Todo esto empieza y estamos con la gente, pero no hay estrellas, sino que estamos con mi hermano de Guatemala que se toma la cusqueña. Por eso es que hacemos el freestyle y yo no tengo palabras, sino que esto es Cusco, la unión con Guatemala. Hacemos el freestyle y tenemos improvisación, pero no hay duda, piden luces, cámara y acción. Eso es lo que me gusta hacer, porque en resumen, no existen países, porque la música nos une. Hay más.